Céline Dion, c'est vraiment la dame de fer sur la dame de fer. C'est vraiment ça. Elle m'a dit qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve. Prophétie. Je chanterai là-haut. Quand je me couche, après la dernière répétition, dans la nuit qui précède la cérémonie, je regarde effectivement une application météo. Et moi, je vois qu'il fait beau. Donc je viens de terminer cette répétition avec Céline Dion. Tout est prêt. Il y a un sentiment un peu de vertige parce que voilà, le spectacle va maintenant se dérouler. Mais moi, j'ai plutôt l'idée que ça va bien se dérouler, que tout est bien aligné, que tout est prêt, qu'il va faire beau. Et je me couche sereinement. Je ne dors pas très longtemps, puisque je suis réveillé, je me couchais pas vers 5 h du matin, quelque chose comme ça. Et je suis réveillé vers 7 h par Thierry Reboul, le directeur exécutif des cérémonies, qui me convoque à une réunion de crise en me disant qu'il pleut. Et je lui dis non, il ne pleut pas. J'ai checké, il ne pleut pas. Bon bah si, en fait il allait pleuvoir. En tout cas c'était très nuageux dès le matin, il allait pleuvoir. Il s'est passé que en fait j'ai regardé la météo de Rouen, qui est la première dans ma liste de villes, parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup circulé. Et c'est là où habitent mes parents, enfin là d'où je viens. Et effectivement, à Rouen, c'est beau ce soir-là, parce que souvenons-nous que la pluie n'était qu'un mince trait comme ça sur la France qui passait, et qui passait juste sur Paris. Donc voilà pourquoi ça m'a permis au moins de m'endormir serein. Le réveil était un peu plus brutal. Vous nous avez raconté que la journée a été une série de réunions de crise, et en fait notre question est simple, est-ce qu'à 19 h 25, donc 5 minutes avant le début de la cérémonie est prête ou elle n'est pas prête? La cérémonie est prête, mais nous avons pris la décision, et c'est ça qui est vertigineux, de revoir pendant le live, de faire tout ce que nous pouvions pendant le live pour préserver au maximum, malgré la pluie, la version A de la cérémonie, celle sans pluie. Donc on part en fait concentré. Moi j'ai déjà craqué avant, ce qui a donné lieu à un mème désormais célèbre, sur la pluie. Donc en fait, j'arrive, je mets mon casque avec le micro, je suis en lien avec Thierry Reboul qui a quelques tables de moi dans la salle du centre de commandement. Et toute la soirée, on va dialoguer ensemble pour prendre des décisions. Certaines ont déjà été prises dans la journée, mais on va quand même, malgré tout, essayer de préserver, de sauver, de sauvegarder plutôt, des derniers éléments. Et c'est ce qu'on fait. Et donc, on passe une cérémonie à être comme dans un défi permanent, quoi, et à regarder chaque tableau passer en se disant « Ok, celui-là, on a fait notre mieux, il est passé. Celui-là, c'est passé. Celui-là, c'est passé, etc. etc. » Un an après, quel est à vos yeux l'ajustement le plus dingo qui a été fait, presque en live en fait? L'une des anecdotes qui me touche le plus et qui est assez concrète, c'est qu'au moment où nous comprenons que pour l'installation de Axel Saint-Cyrel sur le toit du Grand Palais, il va beaucoup trop pleuvoir, elle ne pourra donc pas monter sur le Grand Palais. Et la solution de repli, c'est qu'elle chante sur le pont Alexandre III. Et ça ne nous convainc pas beaucoup parce que le pont Alexandre III, qui est magnifique, mais pour l'occasion, il y a déjà les installations du triathlon, je crois. Donc il n'est pas, en termes de scénographie, tout à fait pur, on va dire ça comme ça. Et c'est Thierry Reboul qui, quand il comprend ça, dit « Mais si on l'a fait monter bien en amont sur le toit du Grand Palais, et qu'elle reste là-haut au moment de la grande averse, est-ce qu'elle en serait d'accord? Demandez-lui. » Donc il passe cette demande. Axel Saint-Cyrel dit « Bien sûr, je suis d'accord pour le faire. » Et il ne faut pas oublier non plus toute son équipe, enfin, toute l'équipe qui l'entoure, la technique, le maquillage, l'habillage, la coiffure, enfin bref, tout le staff qui dit très bien « Ok, on va partir plus tôt. » Et donc Axel Saint-Cyrel est monté beaucoup plus tôt que prévu sur le toit du Grand Palais. Elle a attendu sur le toit du Grand Palais en prenant l'averse, mais au moins, elle était au bon endroit, au bon moment pour chanter l'hymne national sur le toit du Grand Palais. Vous faites un caméo dans la cérémonie. Absolument. Est-ce que vous pouvez dire quel rôle et pourquoi ce personnage-là?
Il est rare, c'est rare qu'on m'en parle de ce caméo, mais effectivement, j'apparais dans la cérémonie. En fait, j'apparais 2 fois. D'abord, je suis la voix de toutes les annonces des pays, et puis les annonces pour se lever, pour les hymnes, etc. Bon, ça c'est juste vocal, mais par contre, effectivement, j'apparais tout en haut de la flèche de Notre-Dame, dans un costume de bossu, et pour une référence à Quasimodo. Pourquoi? Parce que Notre-Dame, nous l'avons pris du côté, de son côté culturel. Alors d'abord aussi les travailleurs et les travailleuses qui travaillaient à sa rénovation, à sa reconstruction, pardon, et puis son côté culturel avec Notre-Dame de Paris, évidemment, l'œuvre de Victor Hugo, puisqu'on enchaînait juste derrière avec l'adaptation en comédie musicale des Misérables, donc au Théâtre du Châtelet. Donc on s'est dit, tiens, ce serait rigolo ce serait rigolo, un petit clin d'œil amusant, que pour conclure ce tableau de synchronicité avant d'entrer dans le tableau Liberté, on ait Quasimodo, ce personnage iconique qui lui aussi assiste à la cérémonie tout en haut de la flèche de Notre-Dame. Bon, moi j'étais heureux de faire une apparition et je rassure tout le monde, je ne suis pas monté tout en haut de la flèche, hein. Tout ça, ça s'appelle du spectacle, de l'illusion. Et donc j'ai tourné cette séquence en studio quelques semaines avant. Mais c'était un moment assez, comment dire, d'abord moi j'étais bluffé des effets spéciaux qui ont pu être déployés pour réussir cette image. Et puis j'étais heureux du résultat et voilà. Peu de gens m'ont reconnu, peu de gens même me parlent de ce caméo, de cette image-là, mais effectivement j'étais tout en haut de Notre-Dame habillé en bossu. Est-ce qu'il y a eu intervention de l'Élysée, du président Macron, sur la mise en scène? Est-ce qu'il y a eu des consignes de donner, des conseils de donner? Il y a eu beaucoup d'échanges avec les différentes instances, hein. Vous parlez de l'Élysée, mais il y a aussi eu la mairie de Paris, le CIO, bien évidemment, et puis le COJO. Mon travail, il a toujours été clair, c'est-à-dire que je voulais passer par étapes. La première étape était celle du récit, le récit qui a été validé par toutes ces instances-là dès le mois de mars 2023. Ensuite, à partir de là, c'était des traductions en danse, en chanson, en artiste, en mode, en chorégraphie, en musique, etc., de toutes ces intentions. Oui, il y a eu des échanges, oui, il y a eu des idées, des propositions venues de toutes ces instances, mais oui, toujours, le récit a été ce qui a, été respecté du début à la fin, d'abord validé, donc finalement respecté par l'ensemble de ces instances. Mais moi je suis ouvert, je suis ouvert à entendre des avis, à entendre des idées. Les instances en ont donné, mais vous savez, j'ai reçu aussi énormément de messages sur mes réseaux sociaux de gens qui me disaient « on pense qu'il faut qu'il y ait tel artiste, on pense qu'il faut qu'il y ait telle chanson, etc. » Tout le monde était un peu DA dans cette grande période. Mais d'abord, le directeur artistique, c'était moi, mais surtout ce qui primait, ce qui a toujours primé, c'était le récit que nous avions validé en amont. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment Aya Nakamura s'est retrouvée à chanter du Charles Aznavour? Absolument. Dans les discussions que nous avons pu avoir avec le président de la République, il pointait, et c'était juste, que c'était la seule artiste à ce moment. Il n'y avait pas ni Rimka ni Philippe Catherine qui étaient encore dans la fête. Il pointait le fait que c'était la seule artiste qui ne chantait pas une chanson du grand répertoire de chansons françaises classiques, on va dire ça comme ça. Ce à quoi moi je répondais que j'estimais que c'était du grand répertoire déjà, et surtout un répertoire qui se faisait entendre dans le monde entier, et que c'est pour cette raison-là que je voulais absolument qu'elle chante ses propres chansons. Lui ne s'y opposait pas, mais m'a incité à réfléchir à ça. Beaucoup de bruit ont circulé sur le fait qu'il aurait voulu qu'elle chante Édith Piaf. Ça n'a jamais été le cas, puisque moi, Édith Piaf, maintenant tout le monde le sait, je la conservais pour la fin de la cérémonie avec Céline Dion qui chantait l'hymne à l'amour. Donc en prenant cet argument qu'il nous a donné, on a réfléchi avec mon équipe et on s'est dit c'est intéressant peut-être effectivement de continuer les croisements. Aya Nakamura et la garde républicaine, déjà c'était une rencontre inédite et peut-être on peut pousser encore plus loin et inscrire Aya Nakamura et son travail dans une grande continuité de la chanson française, puisque d'autres avant elle, et beaucoup, ont utilisé la langue en la transformant, en la poétisant, etc.
Et on a repensé à cette chanson d'Aznavour, formidable, qu'au début, si vous voulez tout savoir, nous comptions utiliser dans la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques. Puis finalement, cette idée a été abandonnée, donc on a récupéré cette chanson. On s'est dit, c'est peut-être le bon match, puisqu'elle parle de la langue française, cette chanson, et puis que dans cette chanson, Charles Aznavour mélange les langues et s'amuse en jouant avec les mots. Et tout ça nous semblait assez cohérent, donc on a proposé ça à Aya Nakamura, et elle trouvait cette idée assez marrante. Elle avait envie de le tester, de l'essayer. On était dans le studio. On s'est dit que vraiment c'était une bonne idée. Et donc finalement, cette discussion avec le président de la République a amené d'une certaine manière à ce qu'on fasse cette rencontre entre les chansons d'Aya Nakamura et les chansons de Charles Aznavour. Voilà. Vous avez beaucoup envoyé de SMS pendant la cérémonie, on vous a aussi beaucoup écrit. Une question, est-ce que le président Macron vous a écrit le 26 juillet, le soir après? Non, je n'ai jamais reçu un seul texto ni un seul appel du président de la République de toute cette expérience. Je n'ai pas son 06, je crois qu'il peut trouver le mien, mais moi je n'ai pas le sien. Par contre, il est venu directement après la cérémonie dans le centre de commandement pour nous féliciter, Tony, Thierry, moi et toute l'équipe. Mais non, pas de texto de la part du président. C'est un regret? Non. Non, il vous l'a dit en vrai, ça suffit. Ben oui. Ouais. Aucun regret. Non, je n'ai aucun regret de ça, absolument pas. Et puis, je trouvais plutôt élégant qu'il vienne en personne saluer toutes les équipes qui avaient au centre de commandement déployé cette cérémonie dans les conditions qu'on connaît. Donc oui, je préfère qu'on ait un remerciement en vrai plutôt qu'en texto. Alors, la cérémonie a été regardée par 1 milliard, peut-être Plus, juste 2 plus, milliards, plus. 8 milliards, on ne sait pas, de personnes. Mais est-ce qu'on arrive à manger un jour pareil? Est-ce qu'on n'a pas le ventre noué par la pression? Non, de toute façon, non. Alors, quelque chose est très étonnant. Pendant toute cette période, la fatigue, la faim et finalement le stress n'existaient plus. Au bout d'un moment, c'était au-delà de la faim, au-delà de la fatigue, au-delà du stress, et tout ceci, je vous prie de me croire, sans aucune substance pour compenser quoi que ce soit. Non, vraiment, je crois que c'est une question d'adrénaline, et très puissante, évidemment. Et donc ce soir-là, je ne me souviens pas avoir dîné. De toute façon, je ne pouvais pas avaler grand-chose, je crois, mais il y avait un paquet de bonbons sur la table devant moi, et je crois que je me suis goinfré de ces sucreries pendant toute la cérémonie. L'ambiance, c'est 4-5 rangs de 20-30 personnes à chaque fois qui sont face à peut-être une cinquantaine, soixantaine d'écrans. Et c'est très concentré, peu de bruit, beaucoup de gens au casque qui en fait, donc, comme des murmures un peu, voilà. Il y a un côté un peu comme on voit dans les films pour les lancements des fusées, hein, il y a quelque chose un peu comme ça. Et tout le monde parle au casque, personne en fait ne circule vraiment. Il y a une ambiance, oui, donc très concentrée, très, très calme, au travail. Et puis il y a des éclairs de joie, des explosions de joie à plusieurs moments. Bon, évidemment à la fin, mais aussi déjà au moment du bleu, blanc, rouge sur le pont, parce que c'était le premier effet à envoyer en live de la cérémonie, et il est passé, et donc ça a démarré, ça y est, c'est inscrit dans le réel, voilà. Je me souviens sur l'envol de la vasque aussi, parce qu'on n'avait pas pu, on ne voulait pas faire un essai au Jardin des Tuileries d'envol pour ne pas révéler qu'elle allait s'envoler dans le ciel. On avait fait des essais avant, ailleurs, loin des regards, mais donc d'un coup elle s'envole et on se dit ok, c'est bon, elle monte dans le ciel de Paris, l'image est trop belle et l'effet est réussi. Voilà, il y a eu plusieurs moments comme ça, d'explosion de joie quand des grands enjeux étaient passés, quoi. Il est minuit, nous sommes le 26 juillet 2024. Ouais. Bientôt le 26. Les caméras se sont éteintes. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, vous êtes comment? Il y a eu des explosions de joie, des larmes, des embrassades dans le centre de commandement où tout le monde a lâché les casques et tout le monde s'est pris dans les bras et s'est félicité. Et voilà, on l'a fait. Il y a ce sentiment de voilà, c'est fait. Et puis il y a quelques interventions avec des journalistes sur le site qui ne sont pas présents, mais des appels, etc., qui sont déjà prévus, juste pour avoir notre première réaction juste après les cérémonies. Donc, voilà. Et puis on sort par une porte
D'ailleurs, en plus, on est guidé, donc je ne saurais même pas vous dire par où je suis passé, mais par un dédale de couloir qui fait qu'à un moment donné, je suis arrivé sur le Trocadéro. Et il n'y a plus personne. Et il y a Daphné Burki qui est assise, avec son petit bonnet de marin, je me souviens, qui est assise comme ça sur une marche, qui me voit, qui me dit « Mais Thomas, j'avais plus de batterie, je ne savais pas comment se retrouver, etc. » Donc voilà, on s'embrasse et on se félicite, etc. Puis après, on tombe tous les deux sur Maud Lepladec, la directrice de la danse, pareil. Et puis on tombe sur Victor Lemann et on fait cette photo qui, qui est devant la Tour Eiffel, dans la brume, dans le ciel un peu nuageux. Et on fait cette photo comme ça, un peu, voilà, de manière spontanée. Puis on se dit, bah, il est quoi, une heure et demie, je sais pas trop. Une fois qu'on est sorti de tout ça, et on se dit ben on va pas rentrer chez nous, enfin c'est bizarre d'aller se coucher, faut qu'on célèbre ça, et il y avait vraiment pas grand chose, enfin, il y avait rien de prévu pour nous. En tout cas, ce soir-là, on pourrait croire que nous allons trinquer au champagne avec les puissants de ce monde dans des salles en or de la République française. Point du tout. Nous sommes tous les quatre, on appelle nos amis, on se dit bah, venez, on n'est pas loin du Troca, on va essayer d'aller avenue Kléber, trouver un truc ouvert. Donc nous voilà, avenue Kléber à cheminer, et puis on tombe sur une pizzeria ouverte encore, qui avait diffusé la cérémonie, qui est une pizzeria en soir de fête, c'est-à-dire qu'on sent que c'est pas que des pizzas, que c'est un peu bar ce soir-là, c'est un peu ok pour être un bar. Et on demande est-ce qu'on peut boire un verre, et ils nous disent oui. La cérémonie repassait même sur les écrans, parce qu'elle était rediffusée, je crois, directement après. Les gens ne savent pas qu'on vient de la faire, enfin que nous l'avons faite, quoi. Et on s'installe, certains de nos amis, dont Patrick Boucheron, Fanny Herrero, Damien Gabriac, les scénographes nous rejoignent. Et puis on reste là jusqu'à 4 h du matin dans cette pizzeria. C'est assez irréel, mais en réalité, c'était le même mood que toute cette soirée. Moi, je suis très heureux que ça ait fini comme ça. Je trouve ça très mignon. Et ce qui est insolite, c'est que, en effet, personne ne vous reconnaît. Non. Dans ce bar, ni les patrons, ni les autres clients. Non. Et vous leur dites, je ne sais pas si c'est vous, Thomas, ou quelqu'un d'autre, mais en fait, allez sur Google. Ouais. Donc, on s'installe et puis il y a les gens qui nous disent « Ah, vous avez vu la cérémonie et tout ?» Donc, c'est un peu gênant parce qu'on l'a faite, cette cérémonie. Donc, je dis « Bah oui, on l'a faite en fait. » Ben, mais non et tout. Je dis bah oui, je sais pas comment vous dire, comment vous le prouvez. Bah regardez, tapez Thomas Joly, Jeux Olympiques sur Google et effectivement, bah, on tombe sur mon visage, ils me reconnaissent et voilà. Et après on a eu nos premiers témoignages, parce que oui, quelque chose aussi que dont les gens peut-être n'ont pas conscience, c'est que dans ce centre de commandement, on voit les images qui sont diffusées à la télévision, on voit les caméras qui se préparent pour la suite, etc. Mais moi, je n'entends pas le public. Je n'entends pas les applaudissements, j'entends pas... on m'a dit qu'au moment de la sortie de la statue de Simone Veil, la foule scandait « Simone, Simone ». Je n'entends pas les gens acclamer Aya Nakamura, j'entends pas les gens chanter la Marseillaise, je n'entends pas. Et puis donc je ne sais même pas en fait s'il y a des gens, en réalité, je me dis est-ce qu'il y a des gens qui sont restés malgré la pluie, ça. Donc je n'ai aucune conscience finalement de comment est-ce qu'elle est partagée, comment elle est reçue cette cérémonie. Moi je suis concentré sur tous mes écrans là à voir les tableaux défiler. Et donc c'est les premiers contacts qu'on a eu dans cette pizzeria avec les premiers spectateurs, où on se dit que bah, ça leur a plu, c'était super et tout ça, merci beaucoup, merci et tout ça, voilà. Et puis cette prise de conscience du public, et de l'impact qu'a eu la cérémonie, moi ça va arriver très tard, ça va arriver seulement à partir du mois de décembre, parce que concentré que je suis sur les cérémonies qui me restent à faire, hein, de clôture olympique et puis d'ouverture et de clôture paralympique, je suis très concentré dans le travail, comme il y a aussi à côté de cet enthousiasme aussi une vague haineuse qui arrive sur moi, et pas que sur moi d'ailleurs, aussi sur certains autres artistes de la cérémonie. Du coup je suis assez éloigné de mes réseaux sociaux et assez voilà, concentré dans mon travail pour finir. Et puis ensuite, je suis parti 2 mois loin de France pour me reposer. Et donc quand je reviens au mois de décembre, pardon, c'est un peu long, mais quand je reviens au mois de décembre, c'est là que, me promenant dans la rue, les gens commencent à m'arrêter en disant « Ah, merci au fait pour l'été dernier, dans le métro, etc. etc. » Et là, je me dis « Ok, c'est là, c'est encore vibrant et ça continue de l'être d'ailleurs. » Est-ce que, à part dans cette pizzeria, vous avez revu la cérémonie? Je n'ai toujours pas revu la cérémonie.
je crois que je ne suis pas prêt, vraiment, hein, émotionnellement, à la regarder pour ça. Et puis aussi parce que je crois que j'ai encore envie un peu de conserver mon souvenir assez inédit, enfin assez particulier, singulier, de cette traversée de la cérémonie dans ce centre de commandement avec les gens, avec avec mes collaborateurs pas loin, avec Thierry dans le casque. Enfin, moi, la cérémonie, elle est comme ça. Alors, bien sûr, j'ai vu plein d'extraits et je me suis réjoui de voir, par exemple, que les chorégraphies d'Aya Nakamura étaient reprises par tellement de jeunes gens sur le pont, ou pas que sur le pont d'ailleurs. Je l'ai vu même reprise dans des centres de loisirs quelques semaines après avec des enfants, etc. Enfin, bref, j'ai vu tout ça, j'ai vu les impacts, mais j'ai pas revu, je me suis pas assis jamais pour faire OK, allez, on regarde la cérémonie.